Le Premier ministre Birji Rafini a procédé ce matin au lancement du plan de réponse humanitaire du Niger pour cette année 2017. Inauguration ce matin d'un centre d'intervention gynécologique à Kwarategi, un ouf de soulagement pour la population de ce quartier. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie officielle de lancement du plan de réponse humanitaire du Niger pour l'année 2017. C'est le Premier ministre Birji Rafini qui a présidé la cérémonie en présence des membres du gouvernement et des partenaires humanitaires. Suivez le compte rendu. Cette cérémonie de lancement a débuté par la présentation du plan de réponse humanitaire 2017, plan dans lequel 1,5 million de personnes sont ciblées, un chiffre qui représente le nombre de personnes ayant besoin d'assistance dans au moins un des secteurs de l'assistance humanitaire, à savoir la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection, l'éducation, les abris et les biens non alimentaires. Ce plan de réponse humanitaire pour l'année 2017 d'un montant de 271 millions de dollars traduit l'engagement commun du gouvernement et des partenaires humanitaires à porter assistance aux personnes qui sont dans le besoin. Le plan de réponse 2017 que nous lançons au niveau national résulte d'un long processus inclusif, concerté, de réflexion, d'analyse et de planification de l'ensemble des acteurs. Gouvernement, organisations humanitaires et donateurs, avec pour la première fois la participation effective des populations bénéficiaires de DIFA. Il s'appuie sur une analyse consensuelle des besoins, Humanitarian Needs Overview, prenant en compte les spécificités régionales ainsi que l'ampleur et la sévérité des défis. La situation vient de vous être dressée éloquemment. Je voudrais seulement souligner pour ma part que nous avons pu mobiliser environ 140 millions de dollars, soit 70 milliards de francs CFA, 54% des fonds recherchés à travers le plan de réponse. Après cette intervention du coordinateur, quelques membres du gouvernement et les représentants des bailleurs de fonds ont tous reconnu l'urgence de la situation, surtout dans la région de Difa. Le ministre de l'Action humanitaire a exprimé toute la reconnaissance du peuple nigérien à l'endroit des partenaires humanitaires. Je voudrais en tout cas témoigner ici la satisfaction du gouvernement du Niger, au premier rang duquel son Excellence Alaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef du gouvernement, et son Excellence Birji Rafini, premier ministre, chef du gouvernement, à l'intention de tous les acteurs humanitaires, la communauté humanitaire, les partenaires techniques et financiers, pour l'accompagnement sans faille que vous amenez au Niger depuis les années 2011 sur la situation particulière de DIFA. Permettez-moi de souligner votre présence instantanée dans la région de DIFA. Une vidéo a été projetée dans laquelle le président de la République, Issoufou Mahamadou, a fait un plaidoyer en faveur de la cause humanitaire. Puis vient le moment tant attendu, celui du lancement de ce 7e plan de réponse humanitaire par le Premier ministre Birji Rafini. Le plan de réponse humanitaire, cadre de planification, de plaidoyer, de mobilisation de ressources en faveur de nos populations, que vous avez mis en place prouve à suffisance tout l'intérêt que vous accordez aux populations les plus vulnérables de notre pays. À leur nom et à celui du gouvernement, je vous dis merci. Merci à vous tous. Merci particulièrement à vous, Monsieur Fodé Ndiaye, coordonnateur pays du système des Nations Unies au Niger. Le Niger fait face cette année encore à des défis humanitaires importants qui nécessitent une coordination effective entre les actions du gouvernement à travers son plan de soutien et celles des partenaires humanitaires que vous êtes.
Ce plan vise 3 objectifs stratégiques axés sur l'intervention d'urgence pour sauver des vies, le renforcement de la résilience et l'analyse des risques et vulnérabilités afin de répondre aux besoins urgents et de prévenir les crises chroniques. Le quartier Sari Koubou, c'est au 4e arrondissement communal de Niamey, a servi de cadre ce matin au lancement des travaux de construction de 13 casernes de sapeurs-pompiers dans 4 régions du pays. Cette initiative du projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain vise à désenclaver les communautés bénéficiaires de ces travaux. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Aboubakar Sley. Cette cérémonie restera longtemps gravée dans les mémoires des habitants du quartier Sarikoubou du 4e arrondissement de la capitale, mais aussi et surtout dans celle des éléments des sapeurs-pompiers nigériens. Et pour cause, elle marque le lancement officiel des travaux de construction des casernes des sapeurs-pompiers. Une initiative du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain qui vise à désenclaver le 10 arrondissement communal de Niamey et au-delà d'autres localités du pays. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de la protection civile se réjouit de voir un de leurs rêves de près de 2 décennies se réaliser, permettant ainsi d'améliorer davantage les prestations des sapeurs-pompiers. C'est un sentiment de satisfaction, des perspectives futures pour la population, mais surtout pour les sapeurs-pompiers de la ville de Niamey, notamment le 8e groupement qui va avoir dans quelques mois sa 5e caserne. La satisfaction aussi que nous sommes sur ces lieux, c'est un symbole parce qu'il symbolise, si vous voulez, la mise en construction sur 13 sites sur fonds de l'État mobilisés dans le cadre du PGRC au profit de la protection civile en général, mais plus particulièrement au profit du groupement national sapeurs-pompiers du Niger. Je lancerai aussi à la population, mais principalement aux maires de la commune 4 bénéficiaires, en particulier, sur la nécessité de prendre en compte le problème de l'accessibilité. La construction de ces sites, c'est un fait. Et la mise en place de 2 engins, notamment un engin incendie et une ambulance neuve acquise dans le cadre du PGRC, c'est aussi un fait. Mais il faudrait que ces engins puissent arriver à temps. Le PGRC-2I, qui est structuré en 4 composantes, a été sommairement présenté à l'assistance par son coordonnateur national avant de s'appesantir sur l'objet de la présente rencontre. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre le lancement des travaux de construction de 13 casernes de sapeurs-pompiers répartis dans 4 régions. La région de Difa, 3 compagnies d'incendie et de secours à Difa, Maïné et Ningimi pour un montant de 301 254 354 francs CFA. Pour la région de Dosso, 3 compagnies d'incendie et de secours à Dogondouti, à Gaïa et à Loga pour un montant de 256 483 321 francs CFA. Pour la région de Niamey, une compagnie régionale d'incendie et de secours et le Centre national de gestion des catastrophes pour un montant de 215 918 515 francs. Pour la région de Tillabéri, 5 compagnies d'incendie et de secours à Filengue, à Walam, à Tira, à Kolo et à Saï pour un montant de 442 962 179 francs CFA. Le coût total de ces travaux de construction de 13 casernes s'élève ainsi à 1 216 618 369 francs CFA. Il me plaît de rappeler qu'à cette date, les investissements réalisés au profit de la Direction générale de la protection civile par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain se chiffrent à 3 599 719 507 francs CFA. S'en est suivi la pose de la première pierre par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur Alassane Cheiboun, marquant le début des travaux pour lesquels un délai de 6 mois a été accordé à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux de cette construction de caserne pour les sapeurs-pompiers. Et l'entrepreneur, quant à lui, donne 4 mois pour la réception des bâtiments. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain est bien fait pour l'épanouissement des populations nigériennes. Les délégués du personnel de la CNPC et licenciés pour fait de grève doivent en principe reprendre le travail ce lundi selon une décision du ministère de l'Emploi. Malheureusement, cette reprise n'a pas eu lieu. Plus de précisions avec Nasser Dantofo et Halidou Bourema. Ils sont au nombre de 15 délégués du personnel de la CNPC
Licencié pour seul motif d'avoir organisé et tenu un sitting pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, une décision qu'il estime illégale et sans fondement, et décide d'attaquer cette dernière à travers un recours hiérarchique, et ils obtiennent gain de cause à travers une correspondance du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale qui annule la décision de la CNPC et donc aux délégués de reprendre le travail, ce qu'ils ont voulu faire ce lundi matin. Mais grande filaire surprise, l'ordre a été donné de ne pas les laisser entrer. Nous sommes venus ce matin et en réalité nous ne sommes pas surpris. Ils nous ont refusé l'accès. On connaît déjà leur intention, donc ils nous ont refusé de reprendre le travail au même titre que les autres camarades parce que la grève a été levée, que le travail devrait reprendre pour tous les employés de la CNPC ce matin même. Nous sommes même venus avec notre huissier et on ne les a pas rencontrés ce matin. Ils se sont barricadés dans leur bureau et on n'a pas eu d'interlocuteur du tout. À la place des responsables de la direction, c'est des policiers qu'on a eu en face de nous. C'est simple, nous avons constaté et maintenant nous mettons le gouvernement devant le fait accompli parce que en réalité ces Chinois se foutent catégoriquement de notre pays. Parce que au moment où un ministre, l'État, n'est-ce pas, du Niger, donne une décision, ces Chinois refusent d'obtempérer. C'est vraiment une humiliation pour nos autorités. Ainsi, ces délégués obtempèrent à l'ordre et quittent le service, mais tout en restant serein à la décision du ministre. Signature cet après-midi au ministère de la Santé publique d'un protocole d'accord entre le Ben Suzas et le ministre de la Santé publique. Une signature appréciée par les deux parties. Plus de précisions avec Nasser Dantoufo et Halidou Bourema. C'est une sortie médiatique pour fustiger l'indifférence des autorités face à la plateforme revendicative issue de leur 8e congrès ordinaire tenu à Agadez en février 2016 et qui a été remise à leur nouveau ministre de tutelle après sa nomination. Mais quelle fut leur grande surprise de voir échouer les négociations dès à leur première rencontre, s'indigne le Ben Snaï. Plusieurs membres du Ben Snaï étaient en mission à l'intérieur du pays. Et par respect au ministre, ces derniers décidèrent d'écouter leur mission pour être présents à cette rencontre tant attendue. Au cours de cette rencontre, le ministre a d'entrée de jeu déclaré au Ben Snaï qu'il n'avait pas de temps et qu'il fallait aller très vite, comme s'il n'était pas l'initiateur de la dite rencontre. Enfonçant le clou et voulant mettre au pas le Snaï, le ministre a affirmé gravement que son interlocuteur est le syndicat national des agents des finances, SNAF. Le Snaï a, quant à lui, comme interlocuteur la DGI, comme s'il y a un ministère des Impôts distinct du ministère des Finances. Poursuivant sa dérive autoritaire, le ministre nous impose de distinguer les intérêts de l'administration et ceux du syndicat, comme si les actions du syndicat ne visent pas aussi une meilleure administration au service du peuple nigérien. Le ministre des Finances décide alors de mettre fin à la rencontre invitant le Snaï à revenir à la table lorsque il se serait approprié la vision massaoudienne du syndicalisme. Le Ben Snaï qui affirme ne pas pouvoir comprendre cette approche du ministre des Finances face à des revendications qui méritent pourtant des solutions urgentes selon ce syndicat. Lorsqu'un receveur des impôts est seul dans le département, sans moyen de transport ni carburant, et après que toutes les démarches administratives de ce dernier furent vaines, le syndicat devrait-il se taire? Lorsque des dégrèvements abusifs et illégaux sont opérés par les autorités, annihilant l'effort des agents des impôts, le syndicat devrait-il fermer les yeux? Lorsque l'administration est fortement politisée, au point où le seul critère de promotion est la coloration politique mettant en quarantaine le mérite et la compétence, le syndicat devrait toujours se taire. Quand beaucoup de postes de responsabilité demeurent vacants, créant du coup des dysfonctionnements dans la chaîne de traitement des dossiers,
le syndicat devrait-il continuer à se taire quand le ministre et son cabinet veulent s'accaparer d'un pourcentage de 1% sur les ressources globales de l'ensemble des agents du ministère des Finances à travers le projet d'arrêté mafieux? Le syndicat doit-il applaudir le prince? Monsieur le ministre des Finances, quand vous aurez répondu convenablement à ces interrogations, le syndicat national des agents des impôts sera prêt à un dialogue franc et sincère. Le syndicat national des agents des impôts affirme enfin qu'il demeure intransigeant à sa plateforme revendicative et demande à ses militantes et militants de rester toujours prêts à d'éventuels mots d'ordre. Vous avez donc suivi le résumé de la déclaration rendue publique par le SNAI après leur rencontre avec le ministre des Finances Hassoumi Massaoudou. Je le disais donc, signature cet après-midi au ministère de la Santé publique d'un protocole d'accord entre le Ben-Suzas et le ministre de la Santé publique, une signature appréciée par les deux parties. Le point avec Nasser Dantofo et Halidou Bourema. La grève prévue pour les 17 et 18 janvier 2017 prochains par le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SISAS n'aura pas lieu. Ainsi, en ont décidé le Ben SISAS et le ministre de la Santé publique à travers cette signature d'un protocole d'accord additionnel entre les deux parties. Le Ben SISAS estime que nombre de ces revendications ont été prises en compte. Tous les points, d'abord les 24 points de la plateforme éducative, plus les autres points qui sont ajoutés, nous avons trouvé vraiment en grande majorité la satisfaction et la promesse surtout sur certains points, notamment d'ici fin février 2017, l'aboutissement des paiements des bourses qui devraient être payés, je rappelle, depuis 2014, depuis 2015-2016, et ici à 2017, avec ce ministre, l'engagement est pris pour que cela soit fait d'ici fin février. Nous ne pouvons que avoir confiance à lui, avoir confiance au gouvernement et demander aussi que le gouvernement puisse l'accompagner parce qu'il ne sert à rien, comme nous l'avons dit dans notre préavis de grève, il ne sert à rien de poser des actes positifs alors que de l'autre côté il y a des actes qui sont là, qui méritent d'être accompagnés par l'ensemble du gouvernement. Au ministre de s'allier les responsables du Ben SISAS pour leur clairvoyance et leur disponibilité qui ont conduit à la signature du présent protocole. Je tiens à affirmer toute ma satisfaction par rapport à ce protocole d'accord que nous venons de signer et cela constitue un signe de confiance, un signe de dialogue et c'est ce qui explique la présence de la Commission nationale de dialogue social. Et au nom du ministère de la Santé, je le remercie. Je remercie la CDTN et je remercie la hauteur de vue de SUSAS pour les résultats auxquels ce comité qui a été mis en place est parvenu. Ainsi, les deux parties se réjouissent du climat de confiance et de sérénité qui a prévalu tout au long du processus. Toutefois, un comité de suivi sera mis en place. Ouf de soulagement pour les habitants de Kouarategui et alentour, un nouveau centre d'intervention gynécologique a été ouvert. Il a été inauguré ce lundi par le ministre de la Santé publique. Ce centre vient ainsi renforcer les 3 que compte la ville de Niamey. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Niamey dispose désormais d'un 4e centre d'intervention gynécologue. Il s'agit du centre de la mère et de l'enfant de Magma du quartier Kouarategui qui abrite ce nouveau centre inauguré ce lundi par le ministre de la Santé publique. Cela vise à améliorer la santé de la mère et de l'enfant, qui est le vraiment premier souci du président de la République. C'est d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et qui dit améliorer la santé de la mère et de l'enfant, il faut qu'on ait des urgences, des services d'urgence de proximité. Il faut qu'on ait des pôles de prise en charge de ces urgences et sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine de Niamey. Vous avez déjà 3 pôles. Vous avez le 4e pôle aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de lancer pour non seulement améliorer cette prise en charge, mais également pour permettre à la population qui se trouve éloignée du centre-ville aussi
et de se prendre en charge. Il y a des gens qui s'auto-évacuent au niveau des structures de référence, alors qu'on a des structures décentralisées et qui sont au niveau périphérique, comme ce cas qu'on est en train de lancer ce matin. Ils auront la disponibilité des gynécologues pour les consultations, ils auront la disponibilité des équipes d'urgence pour la prise en charge des urgences. Aujourd'hui, dans ce quartier ou dans le premier ou deuxième arrondissement, on n'a pas besoin de transporter une malade jusqu'à la maternité Gazobi ou bien jusqu'au niveau du CHR Poudrière. Un centre bien équipé qui viendra ainsi désengorger les 3 autres de la capitale, à savoir le centre de Gawai, celui de l'hôpital Poudrière et le centre de la maternité Gazobi. Tout ce qui va permettre d'assurer la prise en charge de l'urgence gynéco-obstétricale est en tout cas au niveau de ce centre. Et je pense avec ce matériel qu'on a mis en place, ça peut nous permettre de décongestionner ce centre de référence national. Pour les responsables du centre Magama, la balle est désormais dans leur camp. Les choses sérieuses vont commencer. Se tomber à point nommé, ça permettra vraiment de désengorger les différents centres. Et effectivement, la santé de la mère sera vraiment prise en charge et sera améliorée avec cette initiative. À côté d'aujourd'hui, les matériels sont disponibles. Bien sûr, c'est à l'enseignement. On va améliorer quand même la qualité du matériel et de la prise en charge. Mais ce que c'est vraiment déjà essentiel. C'est déjà vraiment la santé de la mère sera prise en charge, elle sera la priorité. Comme pour le gouvernement, je crois que vraiment c'est un ouf de soulagement pour les maternités de référence et aussi pour la population. Dans une brève intervention en langue, le ministre de la Santé publique a demandé le concours des représentants des populations des quartiers environnants pour sensibiliser davantage les habitants sur l'objectif principal visé à travers la création de ce centre, celui de faciliter la tâche aux patientes. Au total, 6 gynécologues ont été mis à la disposition de ce centre qui va fonctionner 24 heures sur 24. L'école de comptabilité, communication, d'administration et de management ECAM a débuté ce matin les examens du premier semestre, un examen qui vise à améliorer le niveau des étudiants. Le compte-rendu de Assama Oseidou et Chebou Guissou. Ce lancement des examens du premier semestre à l'école de comptabilité, communication, d'administration et de management ECAM vise à améliorer le niveau d'études de ses étudiants. L'ECAM, pour une question de transparence et de sincérité et de la viabilité de l'examen, a décidé de faire appel à des membres hors ECAM qui sont à l'extérieur de l'ECAM pour constituer un comité qui va être le jury, n'est-ce pas, pour l'organisation de ces examens depuis le début jusqu'à la délibération. Pour qu'une question de sincérité, de transparence. Donc, quelques membres enseignants et quelques corps professionnels ne sont exclus de cet examen pour maintenir la sérénité, la sincérité et la justice dans la question de validation des épreuves académiques. Des examens surveillés par des enseignants étrangers à l'école en présence de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur. L'administration de ECAM est en train de mettre tous les moyens en œuvre pour améliorer la qualité de la formation de ses étudiants. Et vous savez que la qualité d'une formation dans un institut professionnel comme celui-là passe aussi nécessairement par les conditions qu'il faut réunir pour organiser les évaluations de fin de semestre. C'est dans ce cadre que nous sommes là. L'administration de ECAM a fait appel à des éléments extérieurs pour organiser des éléments neutres, des éléments extérieurs pour organiser l'examen de fin de semestre à leurs étudiants. Débuté avec les épreuves de français, les étudiants sortent optimistes et trouvent abordables les premiers sujets proposés. On a commencé par l'épreuve de français. Le sujet était vraiment abordable. On a pu vraiment dire quelque chose là-dessus. On nous a cherché vraiment des surveillants qui surveillent bien. On nous a distribué les copies dans une bonne condition. L'organisation, vraiment, ça a été impeccable parce que l'administration a vraiment contribué et aussi les membres du bureau du comité exécutif ont vraiment apporté leur contribution au niveau de l'élaboration et de la mise en œuvre vraiment de l'examen. Et aussi les examens de ce matin, vraiment de 8h à 10h, c'était l'épreuve de français. Vraiment, ça a été bien dans l'ensemble et on souhaite que vraiment toutes les autres épreuves seront aussi idéales. Une fois terminées, ces épreuves seront corrigées dans l'enceinte de l'école pour éviter toute fraude durant tous les processus.
La planète Terre continue à être une planète où la répartition des richesses continue à se faire dans une grande injustice. 8 hommes possèdent en effet autant que la moitié de la population mondiale les richesses du monde selon une publication en date de ce lundi 16 janvier 2017 de l'organisation internationale Oxfam. Le commentaire de Adam Ousmane. 8 hommes possèdent autant que la moitié de la population mondiale, selon un rapport publié aujourd'hui par Oxfam à l'occasion de la rencontre annuelle de l'élite politique et économique à Davos. Ce nouveau rapport, intitulé « Une économie au service de 99%, montre que l'écart entre les riches et les pauvres est beaucoup plus important qu'on ne le craignait. Il illustre en détail comment les grandes entreprises et les plus fortunés alimentent la crise des inégalités en éludant l'impôt, en réduisant les salaires et en utilisant leur pouvoir pour influencer la politique. Il préconise donc des changements fondamentaux dans la façon dont nous gérons nos économies afin que celles-ci servent l'ensemble de la population et non une poignée de privilégiés seulement. Pour Winnie Bianyima, directrice générale d'Oxfam International, il est indécent que tant de richesses soient détenues par si peu de monde, quand une personne sur 10 survit avec moins de $2 par jour. Les inégalités enferment des centaines de millions de personnes dans la pauvreté, fracturent nos sociétés et affaiblissent la démocratie. La colère des populations contre les inégalités secoue déjà le monde politique. Ce rapport met en lumière la façon dont les plus fortunés recourent à un réseau de paradis fiscaux pour éviter de payer leur part d'impôts et à une armée de gestionnaires de patrimoine pour obtenir des retours sur investissement inaccessibles à l'épargnant moyen. L'analyse d'Oxfam montre que plus de la moitié des milliardaires du monde ont hérité de leur fortune ou l'ont accumulée dans des secteurs d'activité où la corruption et le copinage sont monnaie courante. Les grandes entreprises et les plus fortunés mettent à profit leur argent et leurs relations pour s'assurer que les politiques publiques leur soient favorables. Dans le plan d'action d'Oxfam pour une économie davantage centrée sur l'humain, les gouvernements mettent un terme à la concentration extrême des richesses pour en finir avec la pauvreté. Ils doivent augmenter les impôts sur la fortune et sur les hauts revenus pour égaliser les chances et dégager les ressources nécessaires pour investir dans la santé, l'éducation et la création d'emplois. Coopèrent au lieu de se faire concurrence, soutiennent les entreprises qui contribuent au bien de leur personnel et de la société en général plutôt que de leurs seuls actionnaires, garantissent une économie respectueuse des droits des femmes. Oxfam invite également les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à participer à la construction d'une économie centrée sur l'humain. Cette année, le Forum économique mondial portant sur le thème d'un leadership réceptif et responsable, ils pourront commencer par s'engager à payer leur juste part d'impôts et à s'assurer que leurs entreprises versent un salaire suffisant à leur personnel. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.